toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour le grand retour des masterclass qui font leur rentrée. Et oui, à Blast, nous avons une notion assez large de la rentrée. Les masterclass, ce sont des invitations lancées une fois par mois à des experts et expertes de tous horizons dans une logique d'éducation populaire. 1 heure de programme pour mieux appréhender la complexité d'un sujet. Ces rendez-vous interactifs sont réservés en priorité à nos abonnés qui peuvent poser leurs questions aux invités à l'issue de la présentation. Si vous les avez manquées, elles sont disponibles dans votre espace abonné. Elles sont ensuite diffusées en accès libre sur YouTube quelques temps plus tard. C'est Jeanne Lingart qui avait clôturé la saison dernière avec son intervention autour de la violence institutionnelle des Jeux Olympiques. Aujourd'hui, nous recevons Élise Van Beneden, avocate au barreau de Paris et administratrice de l'association Anticorps. Avec elle, nous allons parler de corruption. Nous passerons en revue les différentes formes que peuvent prendre ce qu'on appelle dans le jargon pénal les manquements à la probité, et nous verrons de quelle manière nous pouvons, en tant que citoyens, agir contre ces scandales d'État qui, s'ils ne sont pas punis, contribuent à la culture de l'impunité. Bon visionnage, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on y répondra. Y aurait-il des mains sales au sein même du Parlement européen ? Des membres soupçonnés de corruption, d'être payés par le Qatar pour vanter son image. Dans la tourmente depuis les révélations sur le fonds Marianne, elle va devoir s'expliquer sur la distribution de 2,5 millions d'euros. Cette fin de campagne est animée par l'affaire McKinsey. De la part du gouvernement, l'abus de recours à ces cabinets de conseil. Le garde des Sceaux devant la Cour de justice de la République, c'est une première en France. Vous disiez hier qu'Éric Dupond-Moretti était bien en conflit d'intérêts, mais comme il n'en avait pas conscience, le délit n'était pas constitué. Voilà. Tout le monde a piqué de l'argent dans la caisse, sauf le Front National. Et on trouve ça normal ? Oh mais non, c'est pas très grave, à la limite. Les Français en ont marre, mais les Français en ont pas marre d'entendre parler des affaires. Ils en ont marre qu'il y ait des affaires. Qu'est le Front National soupçonné de fraude ? Ce réquisitoire est révoltant. Il est révoltant car il est profondément outrancier, mais c'est ma mort politique qui est réclamée. Au diable l'avarice, l'argent public est une source qui ne se tarit jamais, directement reliée aux poches des 16,5 millions de foyers imposables. Et je le dis parce que ce qui va avec la défiance française, c'est aussi cette espèce de traque incessante de l'erreur. C'est-à-dire, nous sommes devenus une nation de 66 millions de procureurs. En tant que citoyen, vous êtes victime de la corruption. Car tout ce qui se passe dans une mairie, dans une collectivité, vous concerne. La personne qui est recrutée à la mairie, c'est votre affaire. Les subventions publiques qui sont données par une collectivité à une association, c'est votre affaire. Scandale des emplois fictifs de la mairie de Paris, affaire Bismuth, affaire des sondages de l'Élysée, des homards du ministre de Rugy, Qatargate, fonds Marianne, Penelope Gate. Ces scandales, pour certains des affaires d'État, disent quelque chose de notre démocratie. Ces scandales nous atteignent-ils en tant que citoyens ? Y sommes-nous habitués ? Est-ce qu'ils changent notre perception de notre société ? Dans cette masterclass, nous allons parler d'un rêve, celui de la démocratie exemplaire, et d'une réalité, celui d'une démocratie défaillante. Bonjour à tous, je m'appelle Élise Van Beneden, je suis avocate au barreau de Paris, je suis une des fondatrices de Blast et j'ai été présidente pendant 4 ans de l'association anticorruption Anticorps. Dans cette masterclass, je vais vous expliquer ce qu'est la corruption, comment Anticorps se bat contre ce phénomène depuis des années et en quoi le phénomène de corruption, depuis le début des années 80, provoque progressivement l'effondrement de nos démocraties. Mais d'abord, un rappel d'usage. Toutes les personnes citées dans cette masterclass sont présumées innocentes. La présomption d'innocence, c'est un principe de droit qui est extrêmement important. Il n'appartient pas aux citoyens, il n'appartient pas aux médias de dire si une personne est coupable ou non coupable. Dans un état de droit, il n'y a que la justice qui puisse dire si une personne est coupable. La présomption d'innocence est un principe fondamental dans un état de droit. Toute personne qui est mise en cause doit être présumée innocente jusqu'à ce qu'elle soit condamnée définitivement par la justice. Sinon, ça permet l'arbitraire du gouvernement, de la police ou d'autres instances. Sur le chemin d'une condamnation pénale, il y a plusieurs étapes. D'abord, la mise en examen. Elle signifie que le juge d'instruction en charge du dossier considère qu'il y a des indices graves ou concordants que la personne mise en cause a commis une infraction pénale. Ensuite, il y a le renvoi en correctionnel. Cela signifie que le juge d'instruction considère que la personne a commis cette infraction et qu'elle doit être jugée par un tribunal correctionnel. Le renvoi en correctionnel peut aussi être partiel, c'est-à-dire qu'il peut porter uniquement sur certains faits ou il peut porter uniquement sur certaines infractions. Toutes les personnes qui sont mises en cause, qui sont mises en examen, qui sont renvoyées en correctionnel peuvent faire appel de cette décision devant la chambre de l'instruction. Ensuite, il y a la condamnation pénale. En première instance, si la personne condamnée en appel fait un recours devant la Cour de cassation, elle est de nouveau présumée innocente.
C'est le cas, par exemple, de François Fillon, qui a fait un recours devant la Cour de cassation suite à sa condamnation en appel, et la Cour de cassation a confirmé sa condamnation. Ce qui signifie qu'on peut qualifier M. Fillon de délinquant. Et cela doit nous pousser à une autre réflexion dans notre société. Comment se fait-il qu'un homme qui a été Premier ministre de la France pendant 5 ans, après avoir été ministre pendant quasiment toute sa vie, puisse être un délinquant? C'est parti, aujourd'hui on va parler de corruption. La corruption, dans une acception large, c'est un détournement de pouvoir. Pas n'importe quel pouvoir, le pouvoir public. Celui que nous confions au président de la République en l'élisant, celui que le président de la République confie au Premier ministre, celui que le Premier ministre confie à ses ministres, celui que les ministres confient à leurs administrations. Ce pouvoir, c'est un pouvoir qui influe quotidiennement sur nos vies. Il influe sur l'état économique de notre pays, bien sûr, mais il influe aussi sur le fonctionnement des services publics que nous utilisons. L'accès à l'éducation, l'accès à la justice, l'accès à la santé. Il influe également sur nos infrastructures, les écoles, les routes que nous utilisons. Et bien sûr, enfin, il influe sur le montant des impôts que nous payons, puisque en payant des impôts, nous compensons le coût de la corruption. Pourtant, diriez-vous que détourner de l'argent public est plus grave qu'organiser une traite d'êtres humains? Peut-être diriez-vous que oui. En tout cas, la perception du public a plus tendance à considérer que la traite d'êtres humains est plus grave que la corruption. Ce n'est pas ainsi que le Code pénal traite le sujet, puisque le détournement public, par exemple, la corruption, est puni d'une peine de 10 ans d'emprisonnement, c'est-à-dire plus que la traite d'êtres humains. Mais il y a dans les médias, dans l'opinion publique, une tendance à minimiser les actes de corruption. Lorsqu'il y a des grands dossiers politico-financiers, très souvent, la couverture médiatique consiste à dire que c'est pas si grave ou que c'est très complexe. Comme si les citoyens ne pouvaient pas comprendre les faits de corruption. Aujourd'hui, cette masterclass a vocation à vous aider à comprendre les faits de corruption et à détecter les infractions pénales. Je suis là pour vous dire aujourd'hui que la corruption, c'est extrêmement grave. La corruption sape la confiance des citoyens dans les institutions et dans les élus. Elle asphyxie les services publics en nous empêchant d'accéder à des services publics de qualité, comme l'éducation, la santé, la justice. Et elle répand dans la société une culture de l'impunité qui détériore le lien social. Quel est le coût de la corruption pour les contribuables français? Un rapport du Parlement européen, qui date de 2016, a évalué le coût direct et indirect de la corruption en France chaque année à 120 milliards d'euros, ce qui veut dire que nous payons tous les jours ce coût de la corruption. C'est d'ailleurs un chiffre qui est à réévaluer, puisque un rapport de l'AFA, l'Agence française anticorruption, a noté une hausse des infractions à la probité de 28% entre 2016 et 2021. 120 milliards d'euros, c'est un chiffre assourdissant. De fait, la corruption n'est pas l'apanage des pays en voie de développement. Il y a énormément de corruption en France et beaucoup l'ont bien compris. Le Rassemblement national, par exemple, depuis le début des années 80, joue sur le tous pourri. Entre M. Bédier qui nous promet, qui va tenir ses promesses, on est très contents. Bon, il souffre beaucoup, M. Mélenchon notamment, des critiques qui sont faites aux politiques. Et pourtant, qu'est-ce que vous les méritez? Parce que qui a contribué à faire croire aux Français que l'intégralité des hommes politiques était malhonnête? C'est vous. Et c'est vous. Moi parce que, mais oui, bien sûr, votre parti. Mais qui allait celle-là? Vous voulez que je vous rappelle un certain nombre d'affaires? Parce que M. Alphane ne le fera plus. Il a oublié, lui, les affaires. Il a oublié la lutte contre la corruption. Je suis aussi là aujourd'hui dans cette masterclass pour vous dire que le tous pourri est une rengaine populiste et complètement fausse. La plupart des élus ont l'éthique chevillée au corps et ils font leur travail dans des conditions difficiles. J'espère qu'à la fin de cette heure passée ensemble, vous aurez compris que vous, en tant que citoyen, vous êtes victime de la corruption, mais aussi que vous aurez envie de vous mêler des affaires publiques. Car tout ce qui se passe dans une mairie, dans une collectivité, vous concerne. La personne qui est recrutée à la mairie, c'est votre affaire. Les subventions publiques qui sont données par une collectivité à une association, c'est votre affaire. Contrôler nos responsables politiques, c'est aussi une manière de se réapproprier un pouvoir citoyen qui nous a été confisqué. Cela est d'autant plus vrai compte tenu de la non-prise en considération des résultats des dernières élections législatives. Mon bureau, je l'ai trouvé un peu vide là tout à l'heure. Mais j'ai compris qu'il y avait des tas de projets de loi en suspens. Peut-être d'ajouter ma propre valeur ajoutée. Je vous remercie beaucoup. Au travail. Mais venons-en aux faits. La corruption est un détournement de pouvoir. La corruption a aussi un sens strict, un sens pénal. La corruption est le fait de solliciter ou d'agréer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui, soit pour accomplir ou avoir accompli, soit pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un acte dans le cadre de sa fonction, de sa mission
de son mandat ou facilité par cette fonction, cette mission ou son mandat. Au sens juridique, la corruption a une acception large. Elle recouvre tous les manquements à la probité prévus par la 3e section du chapitre 2 du titre 3 du Code pénal, qui est appelé des atteintes à l'autorité de l'État. Car c'est bien l'ensemble de notre structure politique qui est atteinte par la corruption, qui est une violation grave de l'intérêt général. Lorsque l'on parle de corruption, on pense évidemment au pot de vin, au bac-chiche. Le fait pour un élu, un responsable public, d'accepter de l'argent pour faire ou ne pas faire quelque chose dans le cadre de son mandat. On pensait depuis très longtemps à Anticor que les formes de la corruption avaient évolué. On se mettait à étudier les flux financiers, les sociétés écrans, et finalement, il y a eu le Qatargate, la vice-présidente du Parlement européen, chez qui on découvre des valises de billets en provenance du Qatar. Aujourd'hui, la Coupe du monde de football au Qatar est une preuve concrète de la façon dont la diplomatie sportive peut aboutir à une transformation historique d'un pays dont les réformes ont inspiré le monde arabe. Le Qatar est un chef de file en matière de droit du travail. Scandale et tremblements au Parlement européen, oui, certes, mais quelles ont été les suites de ce dossier? De nombreuses personnes ont indiqué qu'il fallait changer tel système, changer le règlement du Parlement européen, changer la loi. La réalité, c'est qu'il n'y a pas besoin de changer la loi. Ces comportements sont déjà interdits. Ce qu'il faut, c'est armer la justice pour qu'elle puisse rendre des décisions sévères et dans des délais raisonnables. Les sanctions éventuelles sont prises uniquement par la présidente du Parlement européen ou un groupe indoc fait de députés. On comprend le conflit d'intérêts. On a la présidente du Parlement européen qui se fait payer un voyage par un truc d'œnologie en France et elle devrait être sanctionnée par elle-même. On marche sur la tête. Tant qu'on ne mettra pas en place un cadre indépendant de contrôle, d'ailleurs en France ça existe, une haute autorité indépendante de la transparence de la vie publique, alors on sera condamné à déplorer, scandale après scandale, d'avoir des élus corrompus. À la fin, c'est la démocratie qui est à terre. Très proche de la corruption, il y a le trafic d'influence. C'est à peu près la même infraction pénale, sauf que la personne qui reçoit l'avantage n'est pas la personne qui va faire ou ne pas faire quelque chose. Elle va se servir de son influence, réelle ou supposée, pour qu'une autre personne, une troisième personne, fasse ou ne fasse pas quelque chose. L'exemple typique du trafic d'influence va être la personne qui va voir le maire pour lui demander d'influencer la personne qui gère les places en crèche, qui gère les HLM, pour obtenir une place en crèche ou un HLM. Dans cette infraction pénale, il y a 2 volets. Il y a le côté passif, c'est l'élu qui accepte un avantage, et il y a un côté actif, c'est le citoyen qui demande, qui sollicite l'élu pour avoir cet avantage. Très souvent, les personnes qui sollicitent l'élu pour avoir un avantage sont des personnes qui elles-mêmes sont en détresse, des personnes qui ont besoin d'une place en crèche, des personnes qui ont besoin d'accéder à un logement, ce qui rend cette infraction et l'infraction de corruption assez complexe. De plus, ces 2 infractions ont une particularité. En effet, pour pouvoir qualifier pénalement la corruption et le trafic d'influence, il faut démontrer qu'il existe un pacte de corruption. C'est-à-dire que l'avantage qui est donné à l'élu pour faire ou ne pas faire quelque chose est la contrepartie de son action ou de son inaction. Autant dire qu'il est souvent difficile de qualifier ce pacte de corruption. Il est tout de même assez rare qu'un élu envoie un mail à une autre personne pour lui dire « passe déposer l'enveloppe, sous 15 jours, tu auras ce que tu as demandé ». La situation a tout de même énormément évolué en France, puisque depuis l'adoption de la Convention de l'OCDE, les pratiques ont énormément changé. La Convention de l'OCDE est une convention internationale par laquelle de nombreux États dans le monde se sont engagés à lutter contre la corruption et notamment contre la corruption d'agents publics étrangers. Avant ça, il faut dire, même si c'est assez étonnant, qu'une entreprise pouvait mettre les pots de vin qu'elle versait à des responsables politiques en charge sur son exercice comptable. Incroyable. Aujourd'hui, évidemment, cette possibilité n'est plus ouverte pour les entreprises. Reste que la corruption est énormément répandue. Lorsque l'on parle aux réseaux professionnels, par exemple aux syndicats dans la construction, les syndicats de BTP, il y a des personnes qui nous disent que, à leur sens, 70% des marchés publics donnent lieu à un acte de corruption. Les grandes entreprises ont souvent un recours à un schéma assez simple. Elles payent des intermédiaires locaux une somme d'argent énorme, charge à eux d'en reverser une partie aux décideurs politiques qui vont pouvoir attribuer ou ne pas attribuer un marché public. Nous avons parlé de corruption et de trafic d'influence. Dans le code pénal, parmi les manquements à la probité, il y a aussi la concussion. La concussion est le fait de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir, à titre de droit ou contribution, impôt ou taxe publique, une somme qu'elle sait ne pas être due ou excéder ce qui est dû, ou bien d'accorder, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publiques en violation des textes légaux ou réglementaires.
Pour vous donner un exemple de concussion, qui est une infraction assez rare, un maire, par exemple, qui laisse un bar s'installer sur un terre-plein de la commune sans lui demander de redevance pour l'occupation du domaine public sera en situation de concussion. Pareil, si un élu qui cumule plusieurs emplois perçoit l'ensemble de sa rémunération en violation du principe d'écrêtement, qui veut qu'il y ait un plafond en cas de cumul de rémunération, il sera également dans une situation de concussion. Il y a aussi et surtout la prise illégale d'intérêt. La prise illégale d'intérêt, c'est un conflit d'intérêt qui dégénère en infraction pénale. C'est le fait de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement. Pour le dire de manière plus simple, la prise illégale d'intérêt, c'est le fait de laisser un intérêt personnel interférer avec la décision publique qu'on est en charge de prendre. Cela veut dire par exemple que si un maire doit recruter quelqu'un pour travailler à la mairie, il ne peut pas recruter sa sœur puisqu'il a un intérêt personnel à ce que sa sœur trouve un travail. Revenons sur l'affaire qui a concerné le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Le garde des Sceaux devant la Cour de justice de la République, c'est une première en France. 1 an après son entrée au gouvernement, Éric Dupond-Moretti est convoqué devant les juges pour s'expliquer sur des soupçons de conflit d'intérêts. Il aurait profité de son poste de ministre de la Justice pour régler des comptes avec 3 magistrats du parquet national financier, en ordonnant une enquête administrative sur ces derniers. Dans cette affaire, tous les médias ont dit sur énormément de chaînes télé que la qualification pénale était extrêmement complexe. C'est faux. Éric Dupond-Moretti a en effet subi une enquête du parquet national financier et ses fadettes, ses relevés de téléphone, ont été étudiés par les magistrats. Il a considéré que le fait que ces relevés téléphoniques soient étudiés était une violation de sa vie privée et il a porté plainte contre 3 magistrats du parquet national financier. Dès qu'il a été nommé ministre de la Justice, il a retiré sa plainte. Sauf que cet intérêt moral dont il s'est prévalu persiste. Lorsque 2 mois plus tard, il a reçu le dossier de ces magistrats, il aurait dû tout simplement se déporter, ne pas participer à la décision, puisqu'il avait un intérêt personnel à ce que ces personnes soient poursuivies. Un conflit d'intérêts, ce n'est pas une infraction pénale en soi. Tous nos élus, tous nos responsables politiques, tous nos fonctionnaires ont une vie personnelle. Ils ont un passé, ils ont des amis, ils ont une famille. On ne leur demande pas de ne pas avoir de famille. On leur demande, lorsqu'ils ont un intérêt personnel qui interfère avec les décisions qu'ils doivent prendre, de se déporter de cette décision. Dans le dossier de l'ancien ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, Anticor a déposé plainte justement parce que Éric Dupond-Moretti ne s'est pas déporté. Ce dossier est arrivé devant la Cour de justice de la République. Pourquoi ? Parce que la Cour de justice de la République est une juridiction d'exception qui est en charge de juger les ministres et les secrétaires d'État. Une juridiction d'exception chargée de juger des politiques, c'est une anomalie majeure dans une démocratie. Cette juridiction ne devrait pas exister et Anticor demande depuis longtemps sa suppression. Beaucoup de politiques, beaucoup de candidats avant une élection s'engagent à supprimer cette juridiction, sauf qu'elle existe toujours. Plus encore, les membres qui constituent cette Cour de justice de la République sont composés en grande partie de députés. C'est-à-dire que c'est une juridiction politique créée pour juger des politiques. Et cette juridiction a pris une décision tout à fait étonnante qui est contraire à toute la jurisprudence de la Cour de cassation sur la prise illégale d'intérêt. La CJR relève que d'après le Premier ministre Jean Castex et d'après son propre entourage, le ministre n'a pas exprimé d'animosité ou de désir de vengeance à l'égard de ces magistrats. Tout le monde savait, ou du moins tout le monde savait qu'il y avait un risque juridique, sauf le ministre, pourtant homme de droit. Commentaire cet après-midi de l'avocat Jean-Pierre Mignard. La CJR s'est agenouillée en une décision. Elle a aboli le plus vieux principe du droit. Nul n'est censé ignorer la loi. La Cour de justice de la République a relaxé Éric Dupond-Moretti en considérant qu'il n'avait pas une connaissance suffisante du fait qu'il était en train de commettre une infraction pénale. Ce qui est particulièrement étonnant dès lors que le plus gros syndicat de la magistrature l'avait prévenu de ce risque. Parmi les manquements à la probité, il y a aussi le favoritisme. Le favoritisme, c'est le fait de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession. Les règles des marchés publics sont très complexes en France. Il y a même un code spécifique qui s'appelle le code de la commande publique. Le favoritisme, c'est le fait de ne pas respecter ces règles de la commande publique qui sont très nombreuses et très complexes, dans le but de favoriser un acteur économique. Un exemple assez simple, lorsque vous faites un appel d'offres pour un marché public, vous devez rédiger un cahier des charges. Lorsque l'on apprend que la personne qui a obtenu
le marché public a participé à la rédaction du cahier des charges, c'est-à-dire qu'elle a façonné le marché public pour être l'entreprise la mieux placée pour obtenir le marché public, il y a favoritisme. Et le favoritisme peut aussi être lié à d'autres infractions. Par exemple, si un maire attribue un marché public de refonte du site de la mairie à sa nièce qui a une société de création digitale, il sera dans une situation où il n'a pas respecté les règles de mise en concurrence des acteurs, mais aussi il a favorisé quelqu'un avec qui il avait ce fameux lien personnel. Il y aura donc dans ce dossier 2 infractions, favoritisme, prise illégale d'intérêt. Beaucoup d'élus sont même pas conscients de commettre une infraction pénale. Pour cause, il y a peu de formation sur les manquements à la probité. Dans une petite mairie, très souvent, on a l'habitude de contracter avec une telle société et on continue à le faire parce qu'ils connaissent les locaux, ils ont déjà fait la prestation, on est sûr que tout se passera bien et ça va générer moins de travail pour la collectivité. Aussi, parfois, sur des petits marchés publics, les élus ont tendance à considérer que l'impact n'est pas très important et que ce n'est pas grave de donner un marché à sa nièce, à son cousin. Pourtant, c'est grave. C'est grave parce que lorsque les entreprises ne sont pas en concurrence sur le marché, il se passe quelque chose de très évident, elles fixent les prix qu'elles veulent. Dans les affaires de corruption, il y a souvent non pas seulement une infraction, mais plutôt 2 ou 3. Il arrive par exemple très fréquemment qu'il y ait une prise illégale d'intérêt adossée à un acte de corruption ou de favoritisme, pour la simple raison que le détournement de pouvoir, c'est le fait d'utiliser un pouvoir pour privilégier soit sa personne, soit un proche. Parmi les manquements à la probité, il y a aussi le détournement de fonds publics. Le détournement de fonds publics, c'est le fait de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission. L'exemple typique du détournement de fonds publics, c'est l'élu, le fonctionnaire qui va se servir d'un bien public, un bien de la mairie par exemple, pour un usage privé. Ce phénomène va aller du plus simple, utiliser la voiture de la collectivité pour des trajets personnels, faire payer des repas personnels sur fonds publics, jusqu'à utiliser les personnes qui sont payées sur fonds publics pour un usage personnel. On pense bien évidemment aux immenses procès qui sont en cours actuellement, le procès du MoDem, et le procès du Rassemblement national. Le Front national soupçonné de fraude. Le parti de Marine Le Pen a-t-il détourné de l'argent public? C'est la question au cœur de ce procès qui commence aujourd'hui. C'est la situation des gens honnêtes qui sont traînés devant un tribunal. Marine Le Pen a confiance dans la justice de son pays. Pourquoi vous riez? La formule « j'ai confiance dans la justice de mon pays », en général, dit exactement le contraire. Relativement discrète dans les gros titres des médias, c'est pourtant une affaire qui pourrait remuer la politique française. Et si le Rassemblement national avait élaboré, pendant plus de 10 ans, tout un système de détournement de fonds publics européens. Depuis le 30 septembre, Marine Le Pen et 26 personnalités du Front national, devenu Rassemblement national, sont sur le banc des accusés du tribunal correctionnel de Paris et soupçonnés d'avoir détourné plusieurs millions d'euros de fonds européens dans le procès de ses assistants présumés fictifs. Dans ces 2 procès, ce qui est reproché aux élus, c'est d'avoir utilisé des assistants parlementaires pour travailler pour leur parti politique. Ces assistants parlementaires sont payés sur fonds publics, ils doivent travailler pour les missions du député au Parlement européen et certainement pas pour le parti politique. Dernier manquement à la probité, la négligence. La négligence, c'est comme un détournement de fonds publics, sauf que la personne qui commet l'infraction n'a pas la volonté de la commettre. C'est une infraction qui est commise par négligence, c'est-à-dire par maladresse ou par oubli. Dans l'affaire Tapie, Christine Lagarde a été définitivement condamnée pour négligence. Mais bien sûr, elle a été exonérée de peine par cette fameuse Cour de justice de la République. La Cour de justice de la République a considéré que Christine Lagarde a agi avec négligence lorsqu'elle a autorisé, en 2007, un arbitrage concernant la revente d'Adidas. La négligence est une infraction plus politique que les autres, en ce qu'elle s'insinue dans les décisions politiques de nos dirigeants. Parlons de l'affaire McKinsey par exemple. Est-ce que le fait que le gouvernement ait sous-traité à des cabinets de conseil des prestations qui auraient pu être faites par notre administration peut être sanctionné pénalement? Est-ce qu'on devrait sans doute appeler plutôt les affaires McKinsey? Parce qu'il y en a 2. Il y a de la part du gouvernement l'abus de recours à ces cabinets de conseil et le fait qu'un de ces cabinets de conseil, l'américain McKinsey, ne paye pas d'impôts en France. Ça fait donc 2 affaires. La première partie a été révélée à la mi-février par la publication du livre Les Infiltrés, écrit par 2 journalistes de l'Obs. L'enquête avançait pour la première fois le chiffre de 1,5 milliard d'euros minimum versés en 2020 à ces cabinets de conseil privé. Il dénonçait un
putsch rampant et ses consultants qui se sont installés au cœur de l'État. Ce sera au tribunal correctionnel, saisi de cette question, de statuer sur l'existence ou pas d'une négligence. Mais cela pourrait avoir des conséquences au-delà de cette affaire McKinsey. On pourrait par exemple dire que le recours au marché cadre constitue une négligence en ce qu'il favorise le dérapage financier dans les marchés publics. On pourrait aussi dire que la négociation des contrats de concession d'autoroute révèle une négligence dès lors que le taux de rentabilité de l'opération était ni fait ni à faire sur tous les marchés européens. Dans l'affaire Lagarde, l'arbitrage en question a été annulé en 2015 pour détournement de fonds publics et escroquerie. On a discuté du MoDem et du Front National, ce qui me mène à vous parler d'autres infractions qui ne sont pas des manquements à la probité, mais qui sont des infractions qu'on rencontre souvent sur notre chemin anticorps. Je pense, et bien évidemment, au financement illégal de la vie politique, qui a deux branches. Le financement illégal d'un parti politique et le financement illégal d'une campagne électorale. Il faut bien comprendre que la question de financer un parti politique ou une campagne électorale est au cœur des préoccupations du monde politique, quel que soit le parti politique concerné. En France, nous avons des lois sur le financement de la vie politique, une de 88, une de 95, qui sont venues tout simplement interdire à une société privée de financer une campagne électorale. Ces dispositions sont très importantes parce qu'elles permettent de protéger la vie politique de l'influence de l'argent. Cela empêche par exemple la France de basculer sur un système comme le système américain où finalement celui qui a le plus d'argent est celui qui a la capacité de faire la meilleure campagne et donc de convaincre l'opinion publique et d'accéder au pouvoir. Mais la France n'est pas un pays qui est totalement protégé contre ce type de pratique. Par exemple, on a en France plusieurs milliardaires qui possèdent de très gros médias sur lesquels ils donnent un temps d'écoute et un temps d'antenne énorme à des personnages qui se révéleront plus tard être des personnages politiques, candidats à l'élection présidentielle. Je parle bien sûr d'Éric Zemmour, qui a eu pendant des années une tribune très importante sur les chaînes de M. Vincent Bolloré. Depuis quelques décennies, nous n'avons plus d'immigration. En vérité, nous avons une invasion et une colonisation. Il faut renverser la table. C'est-à-dire qu'il faut que ces jeunes, comme le reste de l'immigration, ne viennent plus tous. Pas tous. Tous, Christine, tous. Pourquoi ? Mais parce qu'ils n'ont rien à faire ici, je vous le répète. Et s'ils sont souffrants ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Il faut les renvoyer. Toujours 500 000 immigrés légaux de plus, toujours une justice aussi laxiste, toujours une croissance aussi faible. L'immigration, mettre fin au regroupement familial, même Manuel Valls le propose. Oui, non, mais non. Vous êtes pour ou contre ? Non, c'est une mesure... Donc tout le monde doit venir en France. Mais pas tout le monde, mais enfin... La famille, en tout cas. Je sais bien. Mais nos pays sont également confrontés à d'autres défis que le droit n'appréhende pas encore très bien. Repensez à Cambridge Analytica, cet immense scandale dans lequel on a découvert que Facebook était utilisé pour promouvoir des campagnes électorales. Aujourd'hui, les bots, les algorithmes de profilage, l'intelligence artificielle, tous ces outils sont sollicités pour la course au pouvoir. Il a été démontré que ces outils ont servi au vote en faveur du Brexit et à l'élection de Donald Trump. La France n'est donc pas une république exemplaire, c'est même une démocratie défaillante, selon dit économistes, tant les garde-fous et les contre-pouvoirs sont attaqués et empêchés d'agir. Corruption, trafic d'influence, prise illégale d'intérêt, concussion, détournement de fonds publics, négligence, nous avons fait le tour des manquements à la probité. L'impression qui se dégage de l'ensemble de ces manquements est que finalement, le jeu pour les sociétés est d'aller chercher de l'argent public via les marchés publics, via les subventions aux associations, via des détournements de fonds publics. Si on se tient à cette conclusion, on serait tenté de se décourager. Mais il y a des armes pour agir. Il y a des associations qui, par leur travail, forcent la machine judiciaire et s'opposent à l'impunité des élus. Dans les procès politico-financiers, il existe des barrages institutionnels qui font qu'il est parfois dur de se battre contre la corruption. Le premier barrage est au niveau du parquet. Le parquet, que l'on appelle aussi ministère public ou procureur, en France, n'est pas une autorité de poursuite indépendante parce que sa carrière dépend en partie du président de la République et du ministère de la Justice. Ce qui veut dire qu'il peut faire l'objet de pression, faire l'objet de mesures disciplinaires, être muté ailleurs, loin de son domicile, s'il déplaît au pouvoir. Cette dépendance qui est de nature institutionnelle a pu provoquer une autocensure des procureurs qui ont parfois peur d'aller dans les procès politico-financiers si ces procès touchent à des proches du gouvernement. Deuxième barrage, ce même procureur, qui n'est pas tout à fait indépendant, bénéficie de l'opportunité des poursuites. L'opportunité des poursuites, c'est le pouvoir de classer sans suite une affaire. Tous les systèmes dans l'Union européenne ne sont pas les mêmes. En Italie, par exemple, le procureur dépend du principe de l'égalité des poursuites. En France, au contraire, ce procureur de la République peut classer sans suite une affaire. Troisième barrage, il n'y a pas de victime
au sens large de la corruption. Une personne, un citoyen, peut être victime de la corruption, mais uniquement s'il a subi un préjudice direct. Par exemple, si votre voisin construit une énorme maison en violation du permis de construire parce qu'il a donné un pot de vin au maire et que cette construction gâche la luminosité dans votre jardin, vous êtes directement victime de la corruption et vous pouvez agir en tant que victime directe de la corruption. Mais pour les grosses affaires, dans lesquelles on parle pourtant de millions d'euros, dans les affaires de détournement de fonds publics, dans les affaires d'assistants parlementaires, où les finances publiques sont les victimes de ces agissements, le citoyen, lui, individuellement, n'est pas considéré comme victime de la corruption. La conséquence directe de cette absence de victime est que le classement sans suite, décidé par ce procureur de la République, qui n'est pas une autorité de poursuite indépendante, ne peut pas être contesté. Il ne peut être contesté que par une association anticorruption agréée par le ministère de la Justice. Le rôle des associations anticorruption comme Anticor, c'est d'aller chercher un dossier sur le bureau du procureur de la République pour l'amener sur le bureau d'un juge d'instruction. C'est ce qu'on appelle la plainte avec constitution de partie civile. Tout l'intérêt de ce geste, de cette plainte avec constitution de partie civile, c'est de s'assurer que ce dossier politico-financier va arriver sur le bureau d'un juge d'instruction qui, lui, est constitutionnellement indépendant. Il ne peut pas, lui, être muté, il ne peut pas faire l'objet de sanctions parce qu'il a décidé de la mise en examen, du renvoi en correctionnel d'un personnage politique puissant. Les associations anticorruption, par ce geste, permettent aussi quelque chose d'extrêmement important. Elles permettent de se battre contre l'impunité, bien sûr, mais elles permettent aussi d'assurer un principe qui est un autre principe de l'état de droit, qui est l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Mais elles sont aussi actives durant l'instruction des dossiers. Parce que très souvent, elles reçoivent des alertes de la part de lanceurs d'alerte. Elles peuvent communiquer au juge d'instruction des documents qui vont intéresser la qualification pénale. Elles peuvent aussi aiguiller la justice, leur demander de faire, par exemple, des perquisitions chez telle ou telle société, leur demander d'accéder à certains documents pour pouvoir elles-mêmes les analyser lorsque le dossier passe à l'audience, se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel. Et ça, c'est aussi très important parce que finalement, la voix qui est portée par le procureur, la voix qui est portée par les avocats, la voix qui est portée par le tribunal, n'est pas la même voix qui est portée par les associations anticorruption, dont le travail est de faire comprendre à la justice le préjudice de toutes ces victimes collectives que sont les citoyens. Le pouvoir qui est exercé par les associations de lutte contre la corruption est un pouvoir qui dérange. Pour cause, l'association Anticor a eu énormément de mal à retrouver un agrément en 2021. En 2020, lorsque l'association Anticor a demandé le renouvellement de son agrément, elle venait de porter plainte à 3 reprises contre Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, et elle venait d'obtenir la mise en examen de Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale. Anticor a finalement obtenu un agrément en 2021, après une bataille médiatique terrible dans laquelle tout son fonctionnement a été mis en cause. En avril 2021, c'est Jean Castex, alors Premier ministre, qui octroie l'agrément à l'association Anticor. Si c'est lui qui a octroyé l'agrément à l'association Anticor, c'est parce que le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, était en déport du fait de la plainte qu'Anticor avait déposée contre lui. C'est vous dire le contexte extrêmement conflictuel dans lequel le renouvellement d'agrément d'association anticorruption se passe. Jean Castex nous a renouvelé cet agrément en 2021 et à peine 2 mois plus tard, des adhérents ont attaqué cet agrément et il a été annulé par la justice en 2023. Cette annulation n'est pas du fait que l'association Anticor ne respectait pas les conditions pour être agréée. Cette annulation est liée au fait que cet agrément, rédigé par le cabinet du Premier ministre, a été mal rédigé. Il comportait un problème de légalité interne. Suite à l'annulation de cet agrément, l'association Anticor a bien évidemment demandé tout de suite un nouvel agrément. Mais il a fallu attendre jusqu'au début du mois de septembre 2024 pour qu'elle puisse retrouver un agrément et donc qu'elle puisse retrouver sa capacité à agir en justice après un classement sans suite. Les associations de lutte contre la corruption, même quand elles ont un agrément, ne sont pas là pour enquêter. De ce fait, elles ont besoin de l'action de médias indépendants qui vont enquêter sur la corruption, mais elles ont aussi besoin de lanceurs d'alerte. Un lanceur d'alerte, c'est une personne qui est témoin de situations qui sont contraires à l'intérêt général, qui sont dangereuses pour la vie des personnes, dangereuses pour l'environnement et qui décide d'alerter sur cette situation. En principe, le lanceur d'alerte ne fait pas tout cela pour se venger de quelque chose ou devenir célèbre, mais parce qu'il pense que c'est notre intérêt à tous d'être au courant. Un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui révèle un scandale. Jusque très récemment, le cadre légal qui était applicable aux lanceurs d'alerte était celui de la loi Sapin 2. Dans cette loi, on demandait aux lanceurs d'alerte, dans les entreprises, avant toute chose, d'aller voir leur employeur pour leur expliquer ce qu'ils faisaient de mal. Grosso modo, pendant des années, on a envoyé les lanceurs d'alerte se faire licencier. Aujourd'hui, la réglementation a été améliorée grâce à un règlement européen qui fait que les lanceurs d'alerte n'ont plus besoin d'aller voir leur employeur pour leur dire ce qu'ils font de mal. Ils ont d'autres possibilités, notamment faire des signalements externes. Et si
au-delà d'un certain délai, ces signalements ne donnent lieu à absolument rien. Ils ont le droit d'aller voir la presse. Malgré ce système, qui est tout de même une amélioration, beaucoup de lanceurs d'alerte ont un destin tragique. Ils subissent énormément de représailles. Il suffit de penser, par exemple, à Karim Ben Ali, le lanceur d'alerte, qui a dénoncé le fait que ArcelorMittal lui demandait de déverser de l'acide dans la nature. On peut également penser à Irène Frachon, la pneumologue, qui a dénoncé les effets dangereux du Mediator. Enfin, on peut penser à Amar Ben Mohamed, lanceur d'alerte qui a dénoncé des violences racistes au dépôt du tribunal judiciaire de Paris. Toutes ces personnes ont subi des représailles. Ils ont perdu leur travail, ils ont été sanctionnés, ils ont eu des avertissements, ils ont eu des difficultés financières, des difficultés de famille. Ces personnes qui finalement prennent un risque pour nous avertir d'un danger pour l'intérêt général sont elles-mêmes victimes de représailles. C'est dire à quel point ce système dysfonctionne et il faut épauler et aider les lanceurs d'alerte. C'est le rôle d'Anticor et d'autres associations, notamment la Maison des lanceurs d'alerte, qui est là pour les aider à porter leur alerte, à faire les choses dans les règles, c'est-à-dire à respecter ce cadre légal qui permet une certaine protection du lanceur d'alerte. Selon la loi, le lanceur d'alerte est forcément une personne physique qui a dénoncé des faits répréhensibles. Parmi ces faits répréhensibles, il y a bien sûr le délit et le crime. Il y a la menace ou le préjudice à l'intérêt général. Il y a la violation ou la tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international, bien du droit de l'Union européenne ou de certains textes réglementaires. Le lanceur d'alerte doit avoir dénoncé les faits sans contrepartie financière et de bonne foi. De bonne foi, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il devait avoir des raisons raisonnables de penser que ce qu'il dénonçait est vrai. Est-ce que cette protection est suffisante ? Elle est meilleure, en tout cas, qu'elle a pu l'être par le passé. Il y a un régime de protection qui a été mis en place, qui est un régime de droit du travail, c'est-à-dire qu'il s'applique dans le cadre où un salarié dénonce un comportement de son employeur. Si le salarié est licencié, par exemple, il peut saisir le Conseil des prud'hommes et il peut demander au Conseil des prud'hommes de considérer que le licenciement est nul parce qu'il est intervenu en représailles de l'alerte qu'il a lancée. Dans ce cas, la justice considère que c'est tellement inacceptable de sanctionner un lanceur d'alerte qu'elle va dire que le licenciement est nul, c'est-à-dire qu'elle va faire comme s'il n'était pas intervenu et elle va condamner l'entreprise à payer aux salariés non seulement une indemnité de 8 mois de salaire, mais en plus de ça, tous ses salaires depuis le licenciement. Si vous êtes témoin de faits qui sont répréhensibles, qui sont dangereux pour l'intérêt général, qui sont dangereux pour les personnes, faites attention avant de lancer l'alerte. Venez voir la Maison des lanceurs d'alerte, venez voir Anticor pour qu'on travaille ensemble à sécuriser votre alerte afin que vous ne soyez pas trop mis en danger. Aussi, si vous êtes dans un cas où il y a des secrets qui sont en cause, le secret défense, le secret médical, le secret des avocats, le secret des affaires. Il est très important d'en parler en amont pour qu'on ne puisse pas vous reprocher d'avoir violé un secret. À Anticor, nous sommes très conscients que le dessin des lanceurs d'alerte n'est pas très enviable. Mais vous pouvez vous rapprocher d'une association comme Anticor, d'une association comme la Maison des lanceurs d'alerte, pour discuter de votre alerte et chercher à vous protéger au maximum. Dans une société qui dysfonctionne, les lanceurs d'alerte sont essentiels. Si les lanceurs d'alerte se taisent, les dysfonctionnements vont uniquement continuer et s'aggraver. C'est parce qu'ils prennent un risque pour alerter que nous prenons un risque pour les défendre. Dans cette masterclass, on a parlé de corruption, on aurait pu parler d'autres sujets qui sont connexes. Je pense notamment au lobbying, qui est l'influence du secteur privé sur la décision publique. Je pense également à l'évasion fiscale, qui est un phénomène dramatique en France et qui sert en partie à financer la corruption et à financer les partis politiques et les campagnes électorales. Mais on pourra en parler tout de suite, ensemble, lors de l'entretien. Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir suivi cette masterclass et on a parlé de corruption avec vous, Elise Van Beneden. Bonjour. Pour commencer, je voulais revenir sur une affaire qui est au cœur de l'actualité en ce moment, c'est l'affaire des assistants parlementaires du RN. Dans ce procès, donc, Marine Le Pen risque 5 ans de prison, dont 3 avec sursis, et 300 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Une des lignes de défense du Rassemblement national, c'est de dire qu'aucun réquisitoire n'a jamais été aussi dur. Qu'est-ce qu'il en est ? Ah non, c'est pas le cas, même si je pense que les réquisitoires sont moins durs dans les procès politico-financiers qui peuvent l'être ailleurs et que ça constitue déjà une inégalité inacceptable devant la loi. Mais c'est pas le cas. En revanche, c'est vraiment des éléments de langage qui reviennent systématiquement. C'est-à-dire, je me souviens très bien le procès de Sarkozy. J'étais allée sur les plateaux de BFM, j'étais la seule à dire que la peine était légère. Tout le monde était là à dire c'est une peine exemplaire. C'était fou. Mais ça, c'est des messages qui sont passés. Là, en l'occurrence, l'infraction qui est en cause, c'est le détournement de fonds publics. Le détournement de fonds publics, c'est puni par la loi de 10 ans d'emprisonnement.
Donc finalement, requérir une peine qui est de 2 ans ferme, 3 ans de sursis, ce qui veut dire 2 ans ferme, ça veut dire 2 ans qui sont aménageables, ça veut dire qu'il n'y a pas d'incarcération. Une amende, je crois que c'est pas le problème pour Marine Le Pen, et l'inéligibilité qui finalement est devenue automatique avec la loi. Donc le juge peut très bien l'écarter, mais elle est prévue automatiquement pour tous les manquements à la probité. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on considère que les personnalités des élus sont pas des gens qui sont dangereux physiquement pour les personnes, par exemple, et qu'on considère qu'ils n'ont rien à faire en prison parce que c'est pas des gens qui risquent de sortir un couteau et de tuer des gens dans la rue. Du coup, Marine Le Pen, elle parle de mort politique, et c'est un peu ça, c'est pas une mort, c'est peut-être une prison politique. En fait, on rend des élus inéligibles pour les mettre à l'écart de la vie démocratique, comme on met des gens en prison pour les mettre en l'écart de la société, puisqu'ils représentent un danger pour la société. Donc finalement, c'est assez logique comme peine, même si moi, je considère qu'il faudrait vraiment casser ce sentiment d'impunité des élus dans la société et prononcer des peines de prison et qu'elles soient exécutées. Parce que là, on est en train, dans ce dossier, on parle de 4,6 millions d'euros qui auraient été détournés. Évidemment, Marine Le Pen est présumée innocente. S'il y a une décision qui reconnaît qu'elle a détourné 4,6 millions d'argent public, à mon avis, la question, c'est pas qu'elle puisse se présenter ou pas en 2027. Elle a rien à faire. Elle n'aurait rien à faire à l'Élysée. Elle devrait être en prison. On n'est même pas en train d'envisager ça. On est en train de dire qu'une peine d'inéligibilité, c'est trop dur. En fait, c'est parfaitement logique. Mais elle dit c'est ma mort politique aussi parce qu'il y a exécution provisoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà en quoi ça consiste ? Oui, parce qu'en fait, le tribunal correctionnel, il va prononcer une peine, c'est une peine ou pas, d'ailleurs, il va peut-être la relaxer. S'il prononce une peine, c'est une peine de première instance, elle a la faculté de faire appel. Et en fait, le tribunal correctionnel peut prononcer l'exécution provisoire, ça veut dire que la peine est applicable immédiatement, l'appel n'a pas d'effet suspensif, c'est-à-dire qu'elle fasse appel ou pas, la peine sera appliquée. Si il ne prononce pas l'exécution provisoire, ce qui est une possibilité, elle va faire appel, et dans ce cas-là, ce sera le jugement, l'arrêt qui sera prononcé par la cour d'appel, qui lui, pour le coup, sera exécutoire de droit. Il y a une des lignes de défense aussi, c'est de dire qu'il n'y a pas eu d'emploi fictif, car tous les assistants parlementaires ont travaillé. Alors, ils ne le disent pas clairement, l'avocat de la défense ne dit pas clairement pour le parti, mais c'est un peu l'idée. Pourquoi c'est problématique d'avoir cette ligne de défense ? Déjà, si l'avocat disait en plaidoirie ils ont travaillé pour le parti, je pense qu'il faudrait le virer parce que c'est constitutif de l'infraction. Non, en fait, ce qu'elle dit, elle joue un peu sur quelque chose qui est compréhensible. C'est-à-dire, elle dit, moi, je fais de la politique, j'ai un assistant parlementaire, je l'ai recruté pour faire de la politique. Comment est-ce que vous faites la distinction entre ce qu'il fait pour le Parlement européen et ce qu'il fait pour mon parti ? On porte les mêmes valeurs, on travaille sur les mêmes textes, etc. Donc, c'est sa meilleure défense, dans un sens, de dire ça. Vous dites qu'il a travaillé pour le parti, moi je dis qu'en fait il a travaillé pour les projets politiques que le parti voulait mener au Parlement européen. Et effectivement, c'est la meilleure défense qu'elle puisse mettre en place. Sauf qu'en fait, là, dans le dossier, pendant toutes les semaines de procès, on a bien vu qu'il y a des gens qui sont allés un jour au Parlement européen et qui allaient quasiment tout le mois au siège du RN. Et les gars, ils badgent, donc on le sait. Et de toute façon, on leur a demandé de démontrer ce qu'ils avaient fait dans le cadre de leur activité au Parlement européen. Et manifestement, ils n'en sont pas totalement capables. Et le règlement, pour le coup, du Parlement européen est très clair. Les assistants parlementaires, ils doivent travailler sur les missions qui sont confiées aux eurodéputés et sur rien d'autre. Il y a aussi, je continue encore sur le RN parce que c'est quand même très important et intéressant. L'actualité. Ouais, voilà. L'une des attaques des cas du RN après le réquisitoire du parquet, ça a été de dire qu'il y a eu une ingérence manifeste dans l'organisation de la vie parlementaire au mépris de la séparation des pouvoirs, donc en attaquant directement les procureurs, les juges et la justice, en fait. Vous, dans la masterclass, vous parlez du fait que le parquet n'est pas indépendant, qui peut être susceptible, ils peuvent subir des représailles, et que c'est un problème. Mais du coup, qu'est-ce que vous aurez à dire par rapport à cette ligne de défense qui est réutilisée par le RN pour se défendre, finalement ? Je ne sais pas si ça concerne particulièrement les procureurs. L'accusation quasiment automatique des personnages politiques qui sont mis en cause, c'est justice politique.
les petits pois rouges, etc. Les juges s'en prennent plein la gueule en permanence. En fait, il y a deux possibilités. Soit c'est leur seul prisme de compréhension, de dire qu'en fait, s'il y a une attaque contre eux, elle est forcément politique, et rien d'autre. Elle peut pas être judiciaire, elle peut pas être citoyenne, républicaine, elle est forcément politique. Soit c'est la meilleure ligne de défense, et on voit bien qu'en ce moment, ce qui se passe au niveau de l'APROC qui a fait les réquisitoires, une partie du réquisitoire, les juges, ils ont une pression monumentale contre eux. Parce qu'en fait, tous les jours, ils vont dans les médias dire qu'ils sont victimes d'une cavale politique, mais il n'y a pas que le RN qui fait ça, c'est une défense systématique. Je ne crois pas d'ailleurs avoir vu un seul personnage politique mis en cause pour des faits de corruption qui ne disent pas ça. Mélenchon a dit ça aussi, Sarkozy a dit ça, François Fillon a dit ça, c'est la boîte noire, c'est le complot. Ils ont chacun leur expression, mais c'est toujours ça qui sort. Je pense que c'est peut-être la dernière défense qu'ils ont, sauf que c'est pas une défense juridique. Et finalement, c'est toujours contradictoire avec ce qu'on défend en Anticorps, c'est-à-dire l'égalité devant la loi. C'est pas parce qu'on est élu qu'on a un totem d'immunité, d'impunité. On est un citoyen comme les autres. Là, on est en train de parler d'infractions pénales. Les infractions pénales, elles sont prévues par le code pénal. Elles ont une définition. Le travail des juges, c'est de dire s'il y a la qualification pénale est à retenir, c'est-à-dire si les faits rentrent dans la définition. Et c'est tout. Ce sont des citoyens comme les autres. Et il faut même que les gens arrêtent de considérer que c'est des super citoyens, parce que c'est très mauvais pour la démocratie. Et surtout qu'en plus, le RN est continuellement en train de dire sur les plateaux qu'il faut que la justice soit plus ferme, et au final, quand ils sont les premiers intéressés par la justice... Oui, ça c'est toujours assez drôle, parce que je me souviens avec Sarkozy, lui, il était contre les peines aménageables, il voulait vraiment que tout le monde aille en prison, et puis bon, quand lui, il a été condamné pour corruption, il n'avait plus le même discours, et effectivement, on revoit des discours de Marine Le Pen, on a entendu Jordan Bardella récemment parler de quasi-judiciaire vierge. Oui, c'est sûr que dans le discours, c'est toujours le positionnement des personnages politiques. Quand ils sont mis en cause, en revanche, ça s'applique aux autres et pas eux. On a une question dans le chat de Clémentine sur la Cour de justice de la République. Qui nous demande de quand elle date, qui l'a créée et quels élus ont pris position contre, veulent au contraire la maintenir en l'état. Alors, la Cour de justice de la République, du coup, elle a été créée par la loi. Je crois que c'est une loi constitutionnelle, puisqu'elle est prévue par la Constitution. Elle a été créée en 93, mais en fait, elle est venue remplacer une autre cour qui avait été créée en 46, qui était la Haute Cour. Et finalement, en 93, quand la Cour de justice de la République a été créée, c'était une avancée démocratique, ce qui est fou, parce qu'aujourd'hui, ce truc-là est un ovni total. Dans une démocratie, ça ne devrait pas exister. Mais en fait, la Cour qui précédait la Cour de justice de la République était encore pire. On ne pouvait porter plainte devant la Haute Cour qu'à l'initiative du Parlement. Donc c'était complètement verrouillé. Et en plus, les juges, qui ne sont pas des juges qui composaient cette Haute Cour, étaient que des parlementaires. Et du coup, on est arrivé vers une légère amélioration, puisque la Cour de justice de la République, tous les citoyens peuvent la saisir. Et en fait, à l'époque, c'était un espèce de gage qu'on voulait donner aux citoyens, en disant, regardez, on va responsabiliser les élus, maintenant les citoyens vont pouvoir porter plainte contre eux. Mais dans son fonctionnement, finalement, elle est toujours complètement verrouillée. Il y a 15 membres dans la formation de jugement de la Cour de justice de la République, dont 12 parlementaires. Donc il y a 6 députés, 6 sénateurs qui sont élus à chaque renouvellement des assemblées. Et du coup, c'est toujours des politiques qui jugent des politiques. Et c'est complètement fou, parce que évidemment qu'il y a des arbitrages politiques derrière, même qu'il y a des accords politiques, assez certainement. Ça reste une classe sociale et professionnelle qui juge sa propre classe sociale. On sait que généralement, ça mène à des situations d'impunité assez évidentes. Et puis surtout, c'est pas des juristes. Et c'est une justice d'exception. Oui, c'est une justice d'exception, bien sûr. Et ça alimente encore cette impression que finalement, les élus sont des super élus. Pourquoi est-ce qu'ils auraient le droit, eux, à une cour spécifique ? En plus, c'est assez étrange, parce que finalement, cette cour, c'est un tribunal exceptionnel, et elle est compétente pour juger les ministres et les secrétaires d'État uniquement. Ça veut dire que le président de la République, lui, est un justiciable du tribunal correctionnel,
Ça veut dire que tous les membres des cabinets sont jugés au tribunal correctionnel. Donc parfois, on a des procès qui sont explosés, comme ça, éclatés, entre la Cour de justice et le tribunal correctionnel, qui, à mon sens, n'ont pas du tout la même pratique de condamnation. Et là, c'est assez... j'attends vraiment de savoir ce qui va se passer, parce qu'après l'arrêt de la Cour de justice de la République sur qui concernait Éric Dupond-Moretti, donc cette relaxe, il y a un tribunal correctionnel assez récemment qui a relaxé un élu en disant qu'il n'avait pas suffisamment connaissance de commettre une infraction, sachant qu'en plus, il n'avait pas été avocat pendant 40 ans et qu'il n'avait pas été ministre de la Justice. C'est un peu effrayant parce que la Cour de justice de la République, c'est pas un vrai tribunal. Et c'est certainement pas la Cour de cassation. Du coup, le fait qu'un tribunal correctionnel aujourd'hui considère que un arrêt de la Cour de justice de la République est un précédent qui devrait lier les autres juridictions, c'est très effrayant. Ça veut dire du coup que c'est les parlementaires qui font la jurisprudence, qui rendent le droit. Je pense que c'était un peu aussi une provocation que le procureur va faire appel de cette décision et que ça aura aussi, in fine, pour objectif de permettre de remonter à la Cour de cassation qui va remettre les pendules à l'heure, j'espère. Et sur la question de la réforme, je reprends la question de Clémentine qui était quels élus ont pris position contre et ceux qui veulent au contraire la maintenir en l'état. Parce que vous disiez dans la masterclass que à chaque fois, il y a une remise en question de cette cour de justice. Oui, généralement, c'est les candidats à l'élection présidentielle qui promettent de la supprimer. Hollande l'a fait, Macron l'a fait aussi. Sauf qu'elle existe toujours. Je crois que sa suppression est programmée, mais je ne sais pas trop pourquoi est-ce qu'elle existe toujours, pourquoi est-ce qu'elle fonctionne encore. Si c'était moi, on l'arrêterait demain. Mais c'est vrai que c'est une espèce de rengaine qui revient en permanence. C'est-à-dire, officiellement, dans une campagne électorale, on admet que ce truc-là est un ovni qui ne devrait jamais exister. Et puis finalement, on la laisse. Et quand on arrive au pouvoir, finalement, on se dit que ça... Oui, comme d'autres choses d'ailleurs. Si on pense justement à ce lien hiérarchique qu'il y a entre le ministère de la Justice et les procureurs, ça aussi, c'est un thème de campagne, de dire on va couper le cordon ombilical, on va rendre aux procureurs une indépendance parfaite. En fait, quand on se retrouve à la tête de tous les procureurs de France, c'est plutôt agréable. La situation s'est améliorée, parce qu'avant, il pouvait y avoir des instructions individuelles dans les dossiers. Ça n'existe plus. Les procureurs, ils doivent juste suivre les politiques pénales qui sont déterminées par le ministère de la Justice. Mais leur parole est libre à l'audience. Donc, ils ont quand même plus de liberté qu'avant. Et maintenant, on a aussi interdit les remontées d'informations qui faisaient que les procureurs, dans certains dossiers, remontaient des informations. Non, je ne crois pas que c'est interdit, pardon. C'est pas interdit. En revanche, il y a un ministre de la Justice qui a été jugé parce qu'il avait... fait fuiter des remontées d'informations. Ça existe encore, mais bon, au moins, il n'y a pas d'instruction individuelle dans les dossiers, parce que ça, c'est vraiment une ingérence totale, en fait, de l'exécutif dans les affaires judiciaires. Et on parlait de séparation des pouvoirs dans la masterclass, ce sont des atteintes à la séparation du pouvoir. Moi, j'en constate de plus en plus ces dernières années. Dès qu'une personne dans l'exécutif donne son avis sur une affaire judiciaire, je considère qu'il n'a absolument pas à le faire, même qu'il devrait être poursuivi pour atteinte à la séparation des pouvoirs, parce que la séparation des pouvoirs, c'est la base de l'état de droit, donc c'est extrêmement grave de le remettre en cause. Et Emmanuel Macron l'a fait, par exemple, au sujet de l'affaire Koller. Il a pris position dans l'affaire Koller, contre Anticor d'ailleurs, de manière assez véhémente. Je me souviens aussi que dans l'affaire Tapie, il y a plusieurs personnages politiques qui ont donné leur avis. En fait, ils n'ont pas à le faire, ils doivent respecter le fonctionnement de la justice, et puis surtout, ils n'ont pas à créer des pressions par médias interposés sur les juges qui doivent rendre la décision dans un cadre serein, si possible. Alors, on a une question de Yann C. J'ai l'impression que la corruption concerne très majoritairement des élus de droite. Biais de ma bulle d'information ou réalité ? Ce serait un peu difficile à dire parce que en fait la corruption ça concerne les gens qui ont du pouvoir et il se trouve que ces dernières années on est au deuxième mandat d'Emmanuel Macron. Je crois que c'est très clair pour tout le monde qu'il n'est pas de gauche. Le mandat précédent de François Hollande, c'est vrai qu'il n'y a pas eu tellement d'affaires, en tout cas qui sont remontées à Anticor.
Avant, c'est Sarkozy qui était au pouvoir, où là, il y a eu énormément d'affaires politico-financières. En fait, la corruption, c'est un abus de pouvoir. Donc déjà, il faut avoir du pouvoir pour pouvoir en abuser. Donc c'est très fonction aussi des personnes qui sont au pouvoir dans un pays, dans les collectivités locales. Je ne saurais pas dire, moi, si bientôt la gauche arrive majoritairement au pouvoir, s'il n'y aura plus d'affaires de corruption. J'en suis pas certaine non plus, parce que, à mon sens, c'est vraiment c'est une tare humaine, la corruption. Il se trouve aussi qu'il y a beaucoup de situations où en fait, on fait sans trop se rendre compte. Je veux bien l'admettre aussi. Mais bon, voilà. Pareil que le pouvoir corrompt, je suis assez d'accord avec cette courte analyse. Est-ce que sous Hollande, il y avait moins d'affaires de corruption ? Oui, en tout cas, il y a moins d'affaires de corruption qui sont remontées à Anticor, c'est sûr. Et les affaires qu'il y a eu, je pense notamment à la vente d'Alstom à General Electric, où là, pour le coup, on peut parler de corruption, puisqu'il y a eu un plaidé coupable aux États-Unis de faits de corruption dans 21 ou 22 pays. Finalement, c'était une affaire qui était pilotée par Emmanuel Macron, qui était pilotée par Alexis Kohler, par Elisabeth Borne. Je suis même pas sûre de ça. Bref, c'est des personnes qui peut-être n'étaient pas vraiment de gauche, malgré le fait qu'ils étaient en poste sous un gouvernement de gauche. Il y a aussi quand même dans la culture de l'impunité, on pourrait dire qu'elle est favorisée par le fait que la plupart des condamnés reçoivent des peines bien souvent jugées par les gens comme en deçà du préjudice que le pays subit, que les citoyens subissent, voire même que des fois il y a des peines qui sont pas du tout appliquées, comme par exemple il y a l'exemple de Christine Lagarde dans l'affaire Tapie. Qu'est-ce qui pourrait permettre de changer ça ? C'est ce qui se passe en ce moment là avec l'affaire du RN, c'est vraiment très nocif, parce que il y a un réquisitoire du parquet, il y a énormément de personnes, et pas que du RN, qui disent sur les plateaux télé que c'est inacceptable, que c'est une mort démocratique, que c'est une peine très sévère, exemplaire, enfin, c'est toujours la même chose. En l'occurrence, c'est faux. En faisant ça, ils disent quelque chose de leur perception de la corruption, c'est-à-dire que finalement, pour eux, la corruption, c'est pas si grave. Et alors que le code pénal dit que c'est 10 ans de prison, donc c'est ce que je disais, c'est plus que la traite d'êtres humains. Et finalement, tout ça, c'est extrêmement culturel. Bon, déjà, ce qui se passe en ce moment, très clairement, ça ne va pas. Il faut arrêter de mettre la pression sur les juges dans les médias, parce que c'est pas normal. Ils doivent rendre leurs décisions vraiment de manière sereine, si possible. Là, c'est tout le contraire depuis le début de ce procès, évidemment. Mais en plus de ça, il faut changer la culture, parce qu'il y a une culture d'impunité qui est dans la tête des élus, je pense, parce que il y en a qui sont individualistes et qui veulent profiter de leur fonction pour en abuser, pour rendre service à leurs proches, voilà. Il y en a aussi, je pense, qui considèrent qu'ils travaillent tellement que c'est rien, en fait. C'est des petits avantages. Oui, mais c'est vrai que quand on est député, on n'est pas aux 35 heures, hein, c'est sûr. Mais pour le coup, c'est pas leur argent. Et il faut arrêter de confondre la poche où il y a son argent privé et la poche où il y a l'argent public. Même si il y en a beaucoup aussi qui considèrent, je pense, que l'argent public est sans fin, qu'il y en a partout, sauf qu'en fait, ça mène à des impôts qui sont très hauts et qui nous retirent à nous, contribuables, du pouvoir d'achat. Et puis surtout, ça empêche de faire tout ce qu'on devrait faire avec l'argent public, c'est-à-dire organiser l'État, s'occuper des services publics, ce que je disais dans la masterclass, tout bêtement, s'assurer qu'on ait un système de santé qui permet de vivre en bonne santé, sachant que ça, c'est une des premières préoccupations des Français, si on en croit plein de sondages. Aussi organiser une éducation égalitaire, enfin, tout ça, ça fait partie de ce qu'un gouvernement devrait évidemment chercher à procurer aux citoyens. Et il y a une évolution en plus du nombre d'actes de faits de corruption. Vous parliez d'un rapport de l'AFA qui montrait qu'il y avait plus de 28% entre 2016 et 2021.
Est-ce que ça dénote le fait qu'il y ait une transformation dans la vie politique ? Alors oui, c'est vrai qu'il y a le rapport du Parlement européen qui dit 120 milliards en 2016. Du coup, il y a cette augmentation de 28%. Je ne pense pas qu'on puisse prendre les 120 milliards et augmenter de 28%. En fait, la corruption, c'est vraiment un phénomène occulte. Donc, ce qui est possible aussi, c'est qu'il y ait plus d'enquêtes, plus de révélations, plus de procès, notamment grâce à Anticor pour une petite partie de ça, mais aussi, je pense, aux médias d'investigation qui s'intéressent à la corruption, évidemment. Donc, voilà, on ne peut pas non plus faire un calcul mathématique et dire, voilà, ça nous coûte ça aujourd'hui. Ce serait faux, et si on les voit plus, tant mieux, parce que ça veut dire que les choses bougent un peu. Mais je pense très clairement qu'il y a une augmentation en termes de gravité de l'argent public, du coût de la corruption. Quand on pense à des dossiers de très très gros marchés publics, on parle très rapidement de centaines de milliers d'euros, de plusieurs millions d'euros. Moi, Anticor, je travaille sur énormément de dossiers de favoritisme où assez rapidement, on parle de 27 millions, 36 millions. Et quand on les regarde tous, on se dit mais c'est fou. Moi, j'ai aucun mal, par exemple, à imaginer comment on arrive à cette somme de 120 milliards. Donc, à mon sens, c'est devenu un des objectifs principaux de pas mal de sociétés, d'obtenir le maximum d'argent public. Et ça passe notamment via les marchés publics. Et c'est pour ça qu'on a parlé de favoritisme, parce que c'est très technique, c'est pas très glamour, mais en fait, en termes d'impact sur les finances publiques, c'est probablement le pire. Après, on a vu des détournements, on peut parler du Penelope Gate, par exemple, même si, ils ont... Ah non, François Fillon a été condamné définitivement. Oui, ça, c'est bon. Ok, ça, j'adore dans ces cas-là, je peux dire. François Fillon est un délinquant. Il a été condamné définitivement. On va réfléchir, le tribunal va être ressaisi de sa peine. Et là, on parle plus d'1 million d'euros. Donc, sur les détournements de fonds publics aussi, il peut y avoir des sommes qui sont importantes. Et ça, on sait que ça a été une pratique pendant des années, de filer un boulot à son épouse, généralement, ou à son époux, pour qu'il ne fasse pas grand-chose de ses journées. Et le détournement de fonds publics, ça peut être aussi via des systèmes de subventions aux associations. C'est quelque chose quand même qui est un très gros phénomène sur lequel nous, on travaille beaucoup. Par exemple, y a des associations qui reçoivent énormément d'argent public et qui rémunèrent leurs dirigeants des sommes astronomiques, et des dirigeants qui se prennent des voitures de luxe, qui payent des déplacements qui sont complètement inutiles pour l'association, dans un cadre où, par exemple, l'association est censée aider les sans-abri. C'est des situations quand même, ça brise le cœur, ça fait enrager ce type de situation, c'est terrible. Il y a une question de Rabi68 qui nous dit comment on peut faire pour que les Français aient une vraie prise de conscience et aient quelque chose à faire et arrêtent d'élire des politiciens que l'on sait corrompus ou qui en protègent. C'est une grande question. Oui, moi je trouve ça très compliqué le regard des Français sur ce phénomène-là, parce que ils sont rapidement dans un truc de dire en France les élus sont corrompus. Quand on regarde les sondages, jusqu'à peu, on disait que 76% des Français considéraient les responsables politiques plutôt corrompus. C'est quand même hyper grave comme chiffre. Et puis, très souvent, bizarrement, quand on leur parle de leur élu local, ils disent non, mais lui, il est bien. Donc, ils ont un peu un rapport de les dirigeants là-haut. Ce ne serait pas du tout la même situation que l'élu local. Je sais pas bien pourquoi. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué. Et il y a tout le système du clientélisme, peut-être, qui explique ça, parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup d'élus locaux, on voit bien le système Balkany, par exemple, qui utilisent les fonds publics pour s'attacher à la loyauté des citoyens de la commune, ou plus largement. Donc ça peut être une explication de ce phénomène-là. Et je pense qu'il y a vraiment une mécompréhension sur la gravité de la corruption. C'est pour ça que j'en parlais aussi. Je pense que c'est vraiment une infraction qu'on a du mal à voir. On a du mal à voir les conséquences sur notre vie à nous.
Alors qu'en fait, on est tous collectivement victimes de la corruption. Je pense que c'est ça qu'il faut dire et c'est ça l'idée qu'il faut répandre et expliquer. Je disais qu'on paye plus d'impôts à cause de la corruption, c'est une évidence. Donc déjà, c'est notre argent, on compense la corruption en payant des impôts qu'on pourrait ne pas payer, donc avoir plus d'argent pour soi. Et puis, plein de désagréments du quotidien. Quand on parlait de la santé, une très grosse préoccupation, mais aussi de l'éducation. Combien de parents sont hyper préoccupés par l'état de l'école publique, l'état de la formation, de l'avenir de leurs enfants. Ça, c'est clairement quelque chose qui est lié à la corruption. Si on fait rentrer ne serait-ce que 60 milliards dans les finances, qui serait la moitié de l'évaluation de 2016, ce qui, à mon sens, n'arrivera pas demain, mais si c'était un objectif prioritaire pour le gouvernement de faire ça, on aurait déjà de quoi financer plusieurs ministères. Donc c'est énorme, en fait. Il y a une autre question assez intéressante là, qui vient d'arriver de Hugo Ugorz. Désolée si je le dis pas bien. Des députés proposent, proposition 268, de rendre inéligibles les élus ayant un volet 3 du casier judiciaire non vierge, mais aussi les fichiers S. Risque pour la séparation des pouvoirs ? Point d'interrogation. En fait, c'est une proposition qu'Anticor porte depuis un moment, le casier judiciaire vierge. Il y a eu, en fait, je crois que c'est en 2017, quand Macron est arrivé au pouvoir et qu'il voulait faire sa loi de moralisation de la vie publique ou moralisation de la vie politique, je ne sais pas, ça a changé de nom. Et en fait, il y a eu un débat au Parlement et les parlementaires ont dit non, mais non, ça va être censuré par le Conseil constitutionnel. Dire qu'ils se sont auto-censurés sur ce sujet, alors que le Conseil constitutionnel n'a jamais rendu de décision sur ce point-là. Nous, on pense que c'est pas contraire à la Constitution, que c'est une espèce de condition d'aptitude, en fait, à une fonction, comme c'est le cas pour plein de métiers. Hein. Je veux dire, tous les fonctionnaires, ils doivent présenter un casier judiciaire vierge, tous les avocats aussi, tous les chauffeurs de taxi. Enfin, il y a plein de professions dans lesquelles on est obligé d'avoir un casier judiciaire vierge. Pourquoi pas pour les élus ? Ce qu'on nous oppose souvent, c'est la liberté des citoyens de choisir qui ils veulent. Moi, je trouve ça compliqué, ça, comme argument. Je trouve ça compliqué parce qu'il y a un devoir d'exemplarité qui est lié à la fonction publique et au mandat politique. Et si les citoyens, ça ne le comprennent pas, ça me semble normal qu'on leur dise non, en fait, tous ces gens-là, non. Et petite précision quand même, casier judiciaire vierge, oui, mais il ne faut pas mettre dedans les infractions de presse parce que, on ne va pas dire que quelqu'un n'est pas éligible parce qu'il a été condamné pour diffamation, ça, c'est pas possible. Et une des lignes, par exemple, de LFI, c'est d'accepter des casiers judiciaires, mais avec des petites infractions, par exemple. Et c'est quoi une petite infraction, du coup ? Je sais pas, par exemple, sur un plateau, oui, on va pas interdire quelqu'un parce qu'il a fait une petite bêtise dans sa jeunesse, par exemple. Oui, de toute façon, il y a un système d'effacement légal du casier judiciaire. Hein, donc, si c'est quelque chose de la jeunesse, ça fait plus de 10 ans, de toute façon, ce ne sera pas sur le casier. Donc, C'est quoi les dernières affaires sur lesquelles vous travaillez à Anticor en ce moment ? Là, on en a, je crois, 148 en cours. On attend des évolutions dans le dossier qui concerne Alexis Collère, qui était et est toujours secrétaire général de l'Élysée, qui concerne les liens qu'il a avec la société MSC via sa famille, la famille Aponte, qui est propriétaire d'une toute petite partie d'MSC, parce que c'est une des plus grandes sociétés de fret au monde. Et ça, c'est un dossier dans lequel qui a fait pas mal de bruit, qui concerne Alexis Collère, qui est le bras droit d'Emmanuel Macron, où il y a beaucoup de pression aussi sur les juges. Il y a eu beaucoup de recours. A priori, là, les recours sont terminés, donc on attend la décision du juge de renvoyer Alexis Collère en correctionnel ou pas. C'est un dossier dans lequel on espère une actualité bientôt. On vient de porter plainte dans le dossier People and Baby, donc le dossier qui concernait les crèches, suite au travail de l'enquête de Victor Castanet. Qu'est-ce qu'on a au chaud ? Alors moi, je suis plus présidente d'Anticor, donc j'ai plus toutes les infos
à vous donner. En fait, on a plein de dossiers locaux qui sont pas du tout connus. D'ailleurs, je trouve ça chouette de le dire parce que très souvent, les médias parlent des grosses affaires dans lesquelles Anticorps s'investit. Mais en fait, nous, on a un réseau de 80 groupes locaux dans les départements. Donc, en fait, on a plein de petits dossiers qui arrivent, qui vont vous dire absolument rien, mais qui sont importants parce que ça permet aussi de dire que la corruption, ça commence aussi tout en bas et qu'on n'a pas l'intention ni de se concentrer que sur des dossiers qui nous permettent de passer à la télé, ni d'oublier que en fait, à petite échelle, ça crée aussi des préjudices qui sont importants, qu'il y a des situations très très tendues au niveau d'une mairie. Donc voilà, on continue à aller dans plein de dossiers considérés comme petits, où il n'y a pas forcément énormément d'argent public en jeu. C'est intéressant l'idée des... Enfin, on sait assez peu des 80 groupes locaux. Ça permet quand même beaucoup de choses, quoi. Oui, c'est hyper intéressant parce que ils ont... Déjà humainement, c'est une force humaine qui est intéressante et qui est hyper importante pour l'association, parce que, grosso modo, si Anticorps est indépendante, c'est parce qu'il y a plein de bénévoles qui font le travail de recevoir les lanceurs d'alerte, de traiter les dossiers, de faire des réunions publiques. C'est des gens qui ont des compétences juridiques ou vraiment des citoyens Non, pas forcément. Non, on n'a pas du tout. On a plus l'ambition d'être une association d'éducation populaire, en fait. Ce qui nous importe, c'est que les gens aient compris ce qu'on fait, qu'ils ne soient pas dans une démarche de représailles ou de violence envers les élus, parce que c'est pas le sujet. Qu'ils ne soient pas obsédés par un élu parce qu'ils ont un litige personnel, ça généralement on évite, et qu'ils aient envie, qu'ils aient compris ce qu'on fait, l'importance du combat contre la corruption, et qu'ils ont envie d'aider les gens, parce qu'en fait, les lanceurs d'alerte, ils ont besoin qu'on les aide et qu'on les aiguille, et parfois, Paris c'est loin, en fait, très souvent de beaucoup d'endroits, donc c'est vachement chouette d'avoir quelqu'un pas trop loin qui puisse les recevoir, les écouter, comprendre, les aiguiller, les aider à obtenir des pièces, des documents. Et nos groupes locaux, en fait, ils préparent des dossiers, ils demandent l'aval de l'équipe juridique nationale, puis ils les font partir eux. Mais ça, c'est juste ce qu'on appelle un signalement. C'est-à-dire, c'est quasiment comme une plainte. Mais ils ne peuvent pas se constituer partie civile. Donc, en fait, ils tentent. C'est-à-dire, ils disent au proc, voilà ce qui s'est passé. Ils attendent de voir si le proc fait son boulot. Nous, on veut vraiment continuer à solliciter les institutions, même si parfois on trouve qu'elles dysfonctionnent. On dit que c'est très important de continuer à les solliciter. Et c'est juste au bout d'un moment, si y a pas d'enquête préliminaire qui est ouverte, si l'enquête préliminaire est fermée, que là, le dossier, généralement, remonte au national. Et le conseil d'administration prend le dossier, le regarde, débat, et décide ou pas d'une constitution de partie civile. Ça peut arriver que le national se constitue partie civile dans des petits dossiers. Je trouve ça hyper important. On a aussi une question de Alex Chaouch qui nous dit pourquoi les pressions sur les juges ne sont pas classifiées comme crimes ou entraves envers la justice. Je pense que ce serait une limite trop importante à la liberté d'expression, en fait. Quand ça vient de députés, de personnages politiques, s'il y a quelque chose qui est choquant par rapport à la séparation des pouvoirs, quand on en parle sur les plateaux télé, je pense encore récemment où il y a des avocats, des journalistes qui en parlent, on ne peut pas les empêcher de discuter. En fait, les procès politico-financiers, ils sont aussi d'intérêt général. Ça permet d'informer le public sur qui sont ces personnes, quels sont les faits. Si on devait attendre qu'il y ait des condamnations dans les dossiers pour parler d'un procès, ce serait souvent malheureusement trop tard pour une bonne information des citoyens. Là, j'ai entendu récemment, mais je l'entends très souvent aussi, que il y a un moment politique que contre le RN parce qu'il y a l'élection présidentielle de 2027, enfin c'est dans 2 ans et demi. Il ne peut pas y avoir en permanence d'interdiction de procès ou de débat démocratique sur certaines questions. C'est pas possible. Donc moi, je trouve ça plutôt bien qu'on en parle, même si je regrette que les messages soient véhiculés comme ça, parce que c'est systématiquement des attaques à la justice, effectivement, alors que c'est clairement pas la justice le problème. Au contraire,
je considère aujourd'hui qu'il y a que la justice qui arrête le pouvoir et qu'il faut qu'elle le fasse. Mais on parlait de combat culturel, par exemple. Ce serait vraiment important que les juges comprennent qu'il n'y a aucune question de séparation des pouvoirs dans la décision qu'ils doivent prendre. Eux, ils doivent juger un citoyen parmi les autres citoyens et appliquer un texte de loi, et c'est tout. On arrive bientôt à la fin. Est-ce que, pour finir, vous auriez des ressources à nous donner pour aller plus loin ? Oui. J'en ai noté quelques-unes. Déjà, Anticor, on fait un podcast qui s'appelle France Corruption. Il est disponible librement sur Internet et il est très chouette. On parle de nos affaires et on prend le temps de vachement bien les expliquer. Il y a un épisode sur la chaufferie de la Défense, par exemple, qui est un procès extraordinaire qui a duré très très longtemps. Donc ça, c'est un format qui est assez sympa. On a fait un podcast aussi sur l'agrément pour bien expliquer ce qui s'est passé, les mécanismes de l'agrément. Moi, j'ai écrit avec l'ancien vice-président d'Anticor un livre qui est en fait un petit tract Gallimard qui s'appelle « Résister à la corruption ». Et les droits d'auteur vont à Anticor, donc c'est aussi une manière de financer l'association. Et qui est vraiment abordable. L'idée, c'était vraiment de l'écrire pour expliquer simplement les phénomènes, mais on a aussi pris le temps d'expliquer certaines procédures. Notamment les sondages de l'Élysée, qui a été un procès aussi incroyable avec la convocation de Nicolas Sarkozy devant un tribunal, ses réponses, etc. On explique pourquoi il se prévalait d'une certaine immunité, pourquoi elle lui était pas applicable. Enfin. Et puis on parle de lanceurs d'alerte. Voilà. Et puis Eric Hall, du coup, qui est le co-auteur de ce livre-là, a écrit un autre livre qui est intéressant sur l'aspect culturel. Il a écrit un livre qui s'appelle « L'esprit de la corruption ». Et donc qui aborde un peu ces blocages de la société vis-à-vis du phénomène de corruption. Merci. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle masterclass qui portera sur la fonction publique empêchée. Ça sera le mois prochain.